Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Lodran, une VOD spéciale aujourd'hui car je vais pas faire du jeu de vidéo, mais je vais faire du jeu quand même, mais du jeu de rôle papier. Je suis un rôliste depuis très longtemps, je connais pas mal le jeu de rôle, et j'avais envie de vous présenter un jeu qui vient de sortir, un jeu tout nouveau, un jeu français, qui me tient à cœur parce que vraiment j'ai beaucoup aimé quand j'ai découvert le jeu et quand je l'ai lu. Donc voilà, on va se faire une petite présentation du bouquin. Je vais vous expliquer le jeu de rôle, peut-être aussi dans son intégralité, voir ce que c'est, si voilà, donner vraiment partir vraiment d'une base du jeu de rôle et parler bien sûr du jeu. Le jeu, il s'appelle l'Empire des Cerisiers et peut-être, comme son nom l'indique, on découvrira que c'est un jeu qui se passe au Japon. Allez, c'est parti, je vais changer, hop, je vais passer sur le petit dispositif technique. Voilà, donc, je vais virer ça et ça, parce que c'est pas très beau. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, le livre, donc, c'est celui-ci, donc l'Empire des Cerisiers, donc c'est je vais un peu faire un petit point, voilà. Donc c'est un jeu d'Olivier Sanfilippo. Voilà. Édité par Arcane Asylum. Arcane Asylum, c'est une des quelques boîtes françaises qui fait du jeu de rôle. J'ai baissé peut-être le son. Non, ça devrait aller. J'ai baissé un peu quand même. Voilà, hop. Et attendez, hop là, voilà, en direct, on fait les petits réglages. Donc c'est une des boîtes qui fait du jeu de rôle en France. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes quand même. On a quand même un vrai développement en France de jeu de rôle. Voilà. Voilà du coup ce que je peux vous présenter sur le jeu pour l'instant. C'est un jeu qui a été, j'allais dire Kickstarter, mais non, pas Kickstarter, mais qui a été en participatif sur la plateforme Ulule. Beaucoup de jeux aujourd'hui de jeux de rôle sont en participatif. Le monde du jeu de rôle s'est un peu effondré au début des années 2000. Et là, il a le vent en poupe grâce notamment au participatif. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on a de plus en plus de production en ce moment. C'est 5-6 dernières années, beaucoup de nouvelles productions, beaucoup de rééditions qui reviennent, donc c'est vraiment cool. Ça permet vraiment de vraiment pouvoir faire que le jeu de rôle revienne, voire dépasse même peut-être l'aura qu'il avait dans les années 90. Voilà, donc l'Empire des Cerisiers, c'est un jeu... alors, petite présentation déjà, qu'est-ce que le jeu de rôle? Je vais faire une petite présentation. Peut-être que je sais que peut-être sur le chat il y a des joueurs et peut-être que ça doit être des explications qui seront inutiles, mais pour généraliser tout ça, on va raconter ce que c'est qu'un peu le jeu de rôle. Le jeu de rôle donc, le jeu de rôle date des années, je crois 60-70 dans les premiers. Oups, pardon. Et le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est? C'est que ce sont des joueurs, on joue, on incarne autour d'une table chacun des personnages. Auquel on va faire vivre une aventure simulée, fantasmée, qui sera menée par ce qu'on appelle un des joueurs qui va avoir le rôle de maître du jeu pour guider les autres joueurs, dans l'aventure. Le jeu de rôle, ça se passe en général avec un livre de règles comme celui-ci, des fiches de personnages que je vous présenterai tout à l'heure pour comment les fiches de ce jeu sont très originales, vous allez voir, et bien sûr le maître du jeu nous propose des scènes, des moments, des rencontres, et à nous joueurs ou à vous joueurs selon comment on est, quel rôle on a, de interagir avec ça. On peut bien sûr autant faire du roleplay, donc ce qu'on appelle le roleplay, c'est-à-dire incarner vraiment le personnage, dire je pour le personnage et dire si nous sommes un barbare viking ou un je sais pas, ou un doge ou un marchand de la Venise, voilà. Donc voilà, on a vraiment une incarnation des personnages qu'on peut faire jouer pour nous-mêmes. On a aussi bien sûr toute une pastille de combat qui est souvent de la magie, bref, tous les styles sont possibles. Les jeux de rôle, il y en a eu sur tous les styles du monde. On a du fantasy, de l'historique, il y a des vrais jeux historiques qui sont vraiment ancrés dans l'histoire, très réalistes. Bien sûr, des jeux futuristes, des jeux contemporains, évidemment. Voilà. Nous, on va s'attaquer à un jeu aujourd'hui qui est du médiéval fantastique japonais. Pourquoi je dis ça? Parce que
il y a d'autres jeux japonais qui sont soit très médiéval, donc soit très historique, soit un peu fantastique, mais là c'est vraiment ce qu'on peut imaginer comme un jeu médiéval fantastique européen, mais mis dans le Japon. Voilà, en gros voilà pour la petite présentation du jeu de rôle. Bien sûr, sur le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous mettez mon pseudo et je répondrai à vos questions. Alors, je pense que sur le jeu de rôle, en général, vous n'avez peut-être pas trop de questions, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les faire part et je vous répondrai bien évidemment. Donc, l'Empire des Cerisiers. Donc, vous voyez, le bouquin, il est super beau. Il est un peu sale, voilà. Il est vraiment, c'est un super bouquin. Vraiment, moi je trouve J'essaie de faire le point, voilà. Il est vraiment super classe. Donc on va commencer à regarder ce que c'est. Je vais pas tout regarder, hein, bien sûr, mais on va l'éplucher un petit peu. Et je vais vous présenter le jeu au fur et à mesure de ce qu'on va rencontrer dans le jeu. Bien entendu, si vous avez des questions... sur le jeu en lui-même, n'hésitez pas à me poser des questions. Je peux vous rentrer dans les détails. Je vais pas faire de la grosse technique. Est-ce que Lio me dit, est-ce que je suis quand même pas sûr qu'il y ait eu des Vikings au Japon médiéval? Un doute Maasai. Non, je suis pas sûr. Mais là, il n'y a pas de Vikings. Hein, je te rassure. Il n'y a pas de Vikings. J'ai pas dit qu'il y avait des Vikings au médiéval. Hein. Attention. Donc voilà le jeu comment il se présente. Donc bien sûr, on a la table des matières classique. Voilà. Je vous prends voilà ce qu'on va rencontrer souvent dans le jeu. Je sais pas si c'est... Attendez, regardez. J'essaie de faire le point. Voilà. Voilà, vous avez des planches comme ça. Alors, je sais plus quel est le nom du dessinateur. Attendez, je vais vous dire parce que il a été accompagné d'un dessinateur. Non, c'est lui qui a fait les illustrations, mais je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a aidé, mais je n'arrive plus à savoir qui c'était. Bref, en tout cas, ce qu'il faut dire sur le jeu, c'est que donc Olivier Sanfilippo, il a quasiment tout fait tout seul. C'est assez dingue, hein. C'est vraiment, peut-être vous n'en rendez pas compte. Le bouquin, il fait 320 pages. C'est dingue de faire ça tout seul, quoi. Je crois que ça fait pas mal d'années qu'il était dessus. Donc c'est quand même un gros tour de force de sortir son livre, comme ça tout seul, quoi. Le jeu. Donc ça se passe, comme je vous disais, ça se passe dans l'empire, dans le médiéval japonais. Et quand je dis médiéval, je parle même en plus, nous ce qu'on connaît du Japon souvent dans les jeux, dans les univers, et Nioh, comme tu as cité Nioh, entre autres, c'est l'ère Edo. L'ère Edo, c'est une ère très spéciale, c'est l'ère vraiment où le Japon est unifié, où en fait il y a en fait un vrai empire japonais, avec les samouraïs, le Bushido, tout ce qu'on connaît. Ce jeu se passe pré-Edo. C'est une ère qui est avant, qui est du coup plus... l'inspiration. Parce que je vais y revenir, mais ça ne se passe pas au Japon. C'est un monde japonais fantasmé, qui n'existe pas. Et donc l'inspiration est pré-Edo. Donc du coup, on va voir des choses qui sont un peu plus... qui sont un peu moins codifiées que dans le jeu de samouraï classique. Par exemple, si je vous dis, ceux qui connaissent bien le jeu de rôle, la légende des 5 anneaux, où on est très codifié, on est très sur le Bushido, c'est un peu leur axe de jeu. Là, on est un peu moins sur cet axe-là. En gros, pour vous donner un petit peu, pour faire une petite introduction au jeu, le monde, donc, hop, j'ai essayé de trouver la carte du monde, attendez, je trouve ça tout de suite, elle est quelque part par là. Le monde, voilà, le monde, il est là. Donc cette carte-là, hop, non, comme ça. Donc voilà, donc l'Empire des Cerisieux, c'est ça, c'est un archipel. Voilà, je vous montre. C'est un archipel, et l'histoire de ce monde est une histoire assez classique au Japon. Ils ont repris en partie la création du monde japonais, c'est-à-dire on a des divinités, 5 divinités, qui vont créer les différents aspects du monde, donc tout ce qui va être un de la mer, un de la terre, les différents éléments. Et en fait, le monde va être à un moment donné divisé par à leurs enfants, et les enfants, donc, qui vont être Izanagi et Izanami, donc deux des kami les plus importants du Japon, qui est là, ils ont repris les noms. Il y a un mélange, je vous dis, petite parenthèse, il y a un mélange entre des divinités qu'ils ont
tels quels pris sur le Japon, et des choses qu'ils ont inventées. Donc on va avoir la création du monde comme ça, beaucoup de magie, le monde est créé par des dieux, et la particularité c'est que il va y avoir une grande guerre où en fait les dieux vont s'affronter pour le pouvoir. Izanami et Izanagi en fait vont rentrer en lutte car l'un va devenir l'aspect mort et l'autre va l'aspect vivant, et du coup forcément la mort et la vie va s'affronter, et sur ça va naître des comment dire, des héros mi-dieux mi-dragons qui vont en fait pacifier l'Empire, et le chef d'entre eux, Nanda, va devenir l'empereur Dieu. L'empereur Dieu, un peu comme Dune, d'ailleurs, si vous connaissez Dune, pour faire la petite référence du moment qui marche, et va unifier le monde. Regardez, je vais vous mettre la belle double page, là, que les dessins sont... je remonte un peu. Va unifier le monde, et donc va créer l'Empire des Cerisiers, dans l'archipel. Et c'est là que nous on joue bien les joueurs vont jouer bien après. J'ai bien des épices, mais les vers géants sans façon. Ah, c'est vrai. Il n'y a pas de vers géants là, mais il y a d'autres trucs. Donc voilà, donc le jeu va se passer donc, des centaines d'années, des milliers d'années après tout ça. Le Japon, donc le Sakura, l'empire du cerisier va devenir du coup le Japon, inspiré. Il y aura aussi des petites influences chinoises, asiatiques. Les illustres sont superbes. Ouais, c'est pour ça que je vous la montre là. C'est vraiment les dessins comme ça, vraiment les panoramas, pardon, c'est vrai, ils sont vraiment, mais vous allez voir, on va tourner les pages au fur et à mesure. Hein. Et donc l'univers commence comme ça. L'univers est très magique, très teinté de magie, de mysticisme. Vous allez voir donc, voilà, là je peux vous tourner un peu les pages, on va regarder un peu comme ça. Vous voyez là, encore une fois, beaucoup de petits croquis comme ça. Le livre est vraiment, on dirait même plus de la peinture que du dessin. Oui, ouais. Je pense que les illustrations, ouais, elles sont vraiment très très belles, hein, c'est clair. Et vraiment, on dirait de la peinture. Je pense que ça a été fait comme ça. Hein. Voilà, quand vous voyez. Donc voilà, par exemple, ce personnage. Est-ce qu'on le voit bien? Ouais. Donc, comme je vous avais dit, j'essaye de. Hop. Voilà, les personnages. Donc voilà, ce genre de personnage qu'on va pouvoir incarner. Hein. C'est ce genre de personnage qu'on va pouvoir incarner. Je reviendrai sur comment sont les personnages plus tard. Bref, la société. Donc le monde de voilà, des petits personnages. Le monde est créé vraiment sur le modèle du Japon. Nous avons donc les samouraïs d'un côté et le peuple de l'autre. Et ce qu'on a le peuple de l'autre, et après une caste particulière. Alors je vais faire un petit peu d'histoire du Japon, je ne sais pas si vous connaissez, mais ce qu'on appelle les intouchables. Dans la société japonaise classique, on va dire, pour résumer très très largement, il y a vraiment 3 castes. Alors, hormis la caste de l'empereur. L'empereur, dans ce jeu... Tant qu'on peut... Willio. Donc le monde, donc l'empereur, il est un peu à part, il est immortel, donc ça veut dire que c'est qu'un empereur qui est là depuis toujours. Hein. Donc dans ce jeu, contrairement à du Japon classique, l'empereur ne change pas, il est là depuis toujours et il a le pouvoir il détient le pouvoir depuis qu'il l'a conquis aux dieux. Ensuite, on va avoir des castes de la société. C'est un monde japonais, donc très reposant sur des castes très fortes. Les samouraïs sont divisés en 2 catégories, les samouraïs aristocratiques qui sont pas forcément des guerriers. Les samouraïs, on a tendance à croire que ce sont que des guerriers, mais les samouraïs en fait c'était tous ceux qui servaient l'empire et qui du coup ne sont pas forcément des combattants. En l'occurrence, ce qu'on appelle les kuge font partie de cela. Ce sont les samouraïs aristocratiques qui sont surtout des courtisans, qui vont surtout être à la cour de l'empereur, faire de l'influence, bref, tout ce qu'on peut imaginer dans le rôle de courtisan. Ensuite, on a les samouraïs combattants qui sont les bouquets. Donc,
Les bouquets, ce sont vraiment les samouraïs comme on l'a dans l'imaginaire, nous en tant qu'occidental, avec les deux sabres, les combattants qui défendent des terres, qui défendent un daimyo. Bref, ça, on est assez dans le classique du samouraï. On a la caste religieuse qui est une caste un peu à part, qui n'est pas une caste, qui est une caste indépendante, hein, les prêtres et les moines. Le jeu se veut très mystique. Basé sur un shintoïsme très, on va dire, très édulcoré, hein, bien évidemment. Donc le shintoïsme, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une religion qui se veut très animiste. Donc on est très sur les forces de la nature, les forces animales, et donc du coup on va avoir, comme dans beaucoup dans le Japon, les kami, les yokai, les esprits, bref, tous les démons, tous ces trucs-là, tous les bakemonos, tous ces trucs qui font partie voilà, du folklore japonais. Donc c'est une caste à part. On a donc le peuple, et ensuite on a les intouchables. Au Japon médiéval, ce qu'on appelle les intouchables, je fais une petite parenthèse historique, comme ça vous présente aussi, et pour l'instant je vous mets une petite page sympathique ici. Les intouchables au Japon médiéval, ce sont en fait tous les métiers. En fait, ce sont les gens qui ont des métiers qui sont considérés comme impurs. Tous les métiers qui sont considérés comme impurs, ce sont les métiers qui sont liés à la mort en général. Donc bien sûr, les croque-morts et les fossoyeurs de tombes, mais aussi les bouchers, les tanneurs, les bourreaux. Tous ces gens-là, en fait, ce sont des gens oni dans l'Empire japonais à ce moment-là. Et donc dans l'Empire des cerisiers, c'est pareil. Ce sont des gens peu fréquentables qui ont été en fait maudits par leur propre, par leur activité, et ils incarnent une caste vraiment à part qui fait partie du monde. Donc comme je vous montrais, l'archipel de Sakura, vous voyez, est assez grand, hein, c'est assez joli. Le jeu, pareil, une des petites particularités du jeu, le jeu a beaucoup de cartes. C'est très rare dans les jeux de rôle, et c'est vraiment assez plaisant. Vous allez voir, on va les voir au fur et à mesure. Il y a beaucoup de cartes, alors comme celle-ci, un peu dessinée, un peu estampée, mais il y a beaucoup de cartes vraiment presque didactiques, où on montre les lieux, on montre les quartiers des villes. Vous allez voir, c'est assez cool. Moi, je trouve ça super cool parce que ça permet, quand on joue, de se sentir très impliqué dans l'univers. Donc, je vais passer très rapidement sur la géographie du monde. Vous voyez, on a à chaque fois une petite description de chaque endroit, comme ça, de chaque groupement d'archipels, qui permet en fait d'avoir une vision assez claire de... Ah, est-ce que ça marche encore? Dites-moi. Oui, ça marche ou pas? J'ai l'impression que j'ai un problème. Excusez-moi. Hein. Ah oui, ça marche. Donc c'est juste mon retour sur ma tablette qui marche pas. Très bien, c'est pas grave. Pas de problème. Merci, Elio. Donc, vraiment, on a une vision très claire du monde. Et ça, c'est cool parce que quand on joue, savoir où est-ce qu'on est, c'est toujours hyper intéressant, quoi. Encore une fois, vous voyez, petit personnage incarnable, qui fait quand même assez plaisir, hein. Faut quand même reconnaître. Encore une fois, les dessins, quoi, moi je sais pas ce que vous en pensez des dessins, mais moi je les trouve vraiment canon, les dessins, quoi. Très bien, donc là on a aussi, voilà, la particularité du livre aussi, encore une fois, beaucoup de choses dans ce livre, je trouve, que vous allez voir, qui est différent, c'est qu'on a beaucoup de sources, et c'est un bouquin qui est très ancré dans... attendez, je règle juste un truc, hop là, qui est vraiment bourré d'infos, bourré d'infos, et c'est vrai que le livre, il y a moins de règles que d'infos, et que de background, et que de règles, et que de descriptions. Ce qui fait que, vraiment, quand on commence à jouer avec ce jeu, moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé, on a vraiment beaucoup de choses dont on peut se nourrir pour créer le truc. Ouais, désolé Mistral, il m'entend pas, mais dites-lui désolé de ma part. désolé, c'est con. Donc on a vraiment beaucoup d'infos et ça c'est vraiment hyper sympa pour se nourrir un peu des... Je tourne les pages en même temps, hein, pour que vous puissiez voir les dessins. Mais j'avance un peu au même temps. Voilà, donc beaucoup d'infos, c'est plutôt sympathique. Vous voyez,
un exemple tout bête, c'est là que je voulais m'arrêter parce que c'est très très drôle et c'est très important en plus au Japon. Et par exemple, tout ce qui est artiste, comédien et de scène, vous voyez, on a vraiment des différents styles de théâtre. Alors, ça paraît bête dit comme ça, mais ça c'est hyper important. C'est-à-dire qu'en fait, ça participe, quand on fait du jeu de rôle, être ancré dans la réalité, être ancré avec les activités de l'époque, quand on joue à un jeu d'une époque, ou même, même si c'est inventé, hein, peu importe que ce soit inventé ou pas inventé. D'ailleurs, et en fait, on se rend compte que c'est ça qui fait que les joueurs, en tant que maître de jeu, par exemple, si je suis maître de jeu moi, c'est ça qui on se rend compte que le joueur il est impliqué parce qu'on lui dit là tu vois qu'il y a un petit théâtre de nos, et là tout de suite on peut le décrire, on peut dire ce qu'on a, et hop, tout de suite l'implication du personnage et du joueur est hyper important. Donc ça c'est vraiment très bien fait dans ce bouquin, je trouve, car il y a beaucoup de sources. Des jolis nelfs asiatiques qui tabassent des méchants yokai démoniaques, me dit Lio. Alors, des nelfs, il n'y aura pas d'elfes. Mais, comme je vous disais, c'était en préambule, le jeu se veut très médiéval fantastique. Et j'insiste sur le fantastique, c'est-à-dire que alors il y a toujours un peu de fantastique dans les jeux comme ça, dans L5R, donc la légende des 5 anneaux, c'est le cas. Mais là, en fait, ils sont vraiment très prégnants au monde. Les yokai existent, on peut les croiser à des coins, sur la route, ils sont dans des villes. Vous avez les kami, ils sont présents, vous avez plein d'êtres surnaturels comme ça. Et ça, c'est plutôt cool. Donc oui, tu peux avoir beaucoup de choses comme ça, un peu mystiques. Je vais passer vite fait sur tout ça. Je vais vous montrer un petit peu, voilà. Une nouvelle petite... Donc oui, juste petit détail. Bien sûr, on a des clans, comme dans tout jeu de samouraï qui se respecte. Les clans, ben, c'est la règle, c'est presque le maître mot de l'organisation du monde japonais. Donc des clans aristocratiques, des clans de samouraïs, hein, j'entends bien sûr, aristocratiques, et bien sûr des clans guerriers. Donc voilà, toujours encore hein, ces superbes dessins qui sont vraiment toujours hyper beaux, comme moi je trouve qu'ils sont super beaux. Donc voilà, là c'est la description de pas mal de clans. Encore une fois là, un petit samouraï qui est pas mal. Donc je vous passe très vite, hein. On en a vraiment plein, vous avez vu. Je ne sais pas si vous êtes habitué à regarder des livres de jeux de rôle. Mais là, il y a beaucoup de dessins. Alors, des fois, il y en a qui reviennent. Mais je vous dis qu'il y en a beaucoup. Attendez, hop, ça va pouvoir bouger mon focus, voilà. Donc, regardez. Tiens, Lio. Voilà, c'est pas beau ça. Donc voilà, on a des clans aussi qui sont un peu tribaux, donc qui sont pas forcément de samouraïs, mais qui sont un peu à part, qui vivent dans la nature. Ça fait très Mononoke. Il y a aussi un peu d'inspiration Mononoke de Miyazaki. D'ailleurs, l'auteur le cite de temps en temps. Vous voyez, on a vraiment des personnages très mystiques comme ça. Attendez, hop, je vais essayer de me décaler. Hop là, voilà. Des personnages très mystiques comme ça qui sont vraiment du plus bel, qui font vraiment un bel effet. Ah, les moines des routes. Bien sûr, vous avez les criminels, hein, les Yakuza, si on peut dire. Même si là, ce ne sont pas... Si, ça s'appelle les Yakuza. Ah oui, c'est vrai que aussi, dans mon souvenir, je vous dis une bêtise, j'allais vous dire une bêtise, mais non. C'est vrai qu'ils ont pris le terme Yakuza, même si dans les faits, les Yakuza n'existaient pas encore à cette époque. À l'ère après Edo, ça n'existait pas. Bref, voilà, on a... Vous voyez, superbe encore les dessins, quoi. Et donc, voilà, je vous montre cette petite planche. Le jeu... comme je vous disais, le jeu est très cartographié et très renseigné géographiquement. Et là, on va voir, je vais vous montrer, je vais y passer très vite parce que c'est très très long, il y a beaucoup de choses. Et en fait, ce qui est bien dans le bouquin, c'est que l'auteur profite des lieux pour créer du folklore, pour raconter le folklore. Donc en fait, par les lieux, il va en fait nous présenter les différentes factions, les différentes possibilités, les différentes
choses que le joueur peut être amené à rencontrer dans l'univers. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, on commence par la capitale de l'Empire. Donc Sakura Rio. Vous voyez, je sais pas si vous aimez. Moi j'aime beaucoup les cartes. C'est con, hein, mais je trouve qu'une belle carte, c'est. J'essaie de. Voilà. Voilà, vous voyez la carte. Donc là, c'est la capitale de l'univers. Où en fait, on peut même presque jouer intégralement dans la capitale, tellement il y a de choses. Hein. C'est vraiment. On peut bien jouer sur les routes, se balader dans les archipels. Voyager, mais les capitales sont tellement bien décrites, tellement fournies, qu'on peut jouer mais vraiment que dans la capitale, et c'est assez sympa parce que ça fait une autre approche du jeu. Donc je vais passer très vite. Donc comme je vous disais, ils vont détailler, il va détailler les quartier par quartier. Donc là vous voyez le palais impérial, etc. Je passe très vite après sur les détails, hein, bien entendu. Je ne vais pas vous raconter toutes les choses. Voilà, encore. Ah oui, j'en profite parce que ça me fait penser. Là, vous avez une des représentations d'une des filles de l'empereur. L'empereur, dans l'univers, ne fait que des filles. Voilà, c'est comme ça, c'est une règle. Il ne fait que des filles qui sont plus ou moins immortelles. Ça me fait introduire une chose qui, du coup, a été faite et qui est aussi une chose des jeux modernes aujourd'hui. Il n'y a pas de différence quasiment entre l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, dans le monde médiéval, quel qu'il soit, européen, occidental ou asiatique, ou d'ailleurs même africain, même à part quelques exceptions, bien entendu, on sait que le rôle de la femme était inférieur, n'était pas le même. Mais là, dans le jeu, l'auteur a vraiment fait une chose qui maintenant se fait quasiment dans tous les jeux. Il n'y a pas de différence. Le genre est à égalité. Donc on peut avoir autant des daimyo hommes, bien entendu, que des daimyo femmes, des samouraïs hommes, des samouraïs femmes. Alors certes, l'empereur est un homme, mais en fait c'est pas vraiment un homme, parce qu'il est un peu au-delà, même si voilà, mais bon, il est quand même représenté par un masculin, mais le reste... le reste est vraiment se veut très égalitaire, très dans l'air du temps, hein, j'ai envie de dire. Donc on n'a pas ce côté discriminatoire, voilà, envers les femmes. Les femmes donc on pourra autant incarner un homme qu'une femme qui pourra faire exactement les mêmes choses dans le jeu. L'univers sera exactement le même pour eux. Donc voilà, donc c'était une petite précision qui est intéressante parce que c'est pas forcément tout le temps le cas, et bien sûr le samouraï à la base n'était pas forcément que... il y avait des femmes, mais c'est quand même plutôt un homme. Alors je vois que sur le chat, ça débat des nains samouraïs. Il n'y aura pas de nains. Vous pouvez faire des gens de petite taille, évidemment. Hein, mais des nains samouraïs, il n'y en a pas. Il n'y a pas de nains samouraïs. Par contre, vous pouvez peut-être faire des samouraïs avec des esprits issus de descendants d'esprits yokai qui pourront peut-être être des nains, ça c'est possible. Mais c'est pas des nains. Donc je vais passer très vite sur les différentes... Je reviendrai après sur la création de personnages, c'est ce que je vais faire juste après. Voilà, donc encore une fois, vous voyez, les quartiers, comme ça, moi je trouve ça vraiment... je trouve ça vraiment assez cool. Moi j'aime bien. Moi, vous voyez, à chaque fois on a vraiment des détails, et en fait chacun des quartiers qui sont numérotés vont ensuite être décrits, et avec du background, avec du fluff, ce qu'on appelle le fluff, c'est-à-dire avec de l'enrobage scénaristique historique du monde de Sakura, qui ferait vraiment que le jeu vous permet d'être très très informé quand vous êtes maître du jeu. Et c'est une des choses quand on est maître du jeu, pas avoir d'infos sur le monde, c'est très frustrant parce qu'on a envie de donner de l'info à ses joueurs, et là en l'occurrence j'ai l'impression, alors j'y ai pas joué encore, hein, bien sûr, je l'ai reçu il y a une semaine, même pas, je l'ai pas joué, mais du coup je suspecte que, en ayant lu par contre déjà, parce que je l'avais lu avant, les infos qu'on nous donne, les infos qu'on peut donner aux joueurs sont hyper gratifiantes. Donc voilà, donc encore des cartes, c'est vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Je vais passer très rapidement. On voit encore, il y a beaucoup de crayonnés, vous voyez. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de dessins comme ça. Je trouve, il y a des dessins de couleurs qui sont très beaux, mais ces dessins-là, ils sont aussi très sympas. Faut aimer le style, hein, évidemment, mais moi je trouve qu'ils sont vraiment cool.
Il y a toujours des ratés par-ci par-là, mais vous voyez, c'est tout bête, hein. Mais là, un petit plan comme ça de théâtre, ça paraît rien. Mais ça, quand tu donnes ça à tes joueurs, et ben tout de suite, ça fait son petit effet. Plutôt que de le faire, t'as le truc pensé par le créateur du jeu, et je trouve ça vraiment très sympa. Alors, Lio me dit, tu te fais un perso jeune, femme, 20 ans, Yuki Onna, magie de glace, toute ressemblance à autre chose est purement fortuite. Donc je laisserai à chacun trouver la référence, évidemment. Donc on a les quartiers, voilà, les quartiers des Tengu qui passent là, le quartier des plaines, bref, quartier des côtes. On va passer très vite sur tous ces quartiers. Vous voyez, hein, vraiment, il y en a beaucoup. Hein. Quand je vous disais que la ville, la capitale, pouvait être une campagne en soi, c'est vraiment vrai. Hein. Voilà, le quartier du dragon, évidemment. Voilà, petit truc rigolo pour ceux qui aiment. Là, on nous présente les marionnettes. Dans le monde japonais, souvent, on a des gens qui savent manier des sortes de poupées, des poupées humaines, hein, des humanoïdes. Voilà, vous en avez aussi. Ils ont vraiment pris, l'auteur, parce que je dis ils ont, parce qu'à chaque fois, on a l'habitude d'avoir plusieurs auteurs, mais comme il n'y en a qu'un, hein, c'est toujours un peu déroutant. Il a vraiment pris beaucoup de trucs où on a vraiment un choix qui est assez pléthore, qui permet vraiment de faire le personnage qu'on a envie. Vraiment, quand on lit le personnage, on peut le faire. Et d'ailleurs, quand je parlerai du personnage, vous verrez, on peut vraiment faire ce dont on a envie. Encore une fois, les quartiers. Un petit dessin pour finir. Et là, on attaque en fait comme je vous disais, le monde est empreint de magie, de mysticisme et de fantaisie. Donc, il y a très présent dans le monde les esprits, ce qu'on appelle les mononoke ou yokai, qui sont vraiment bien là. Ils sont là, on peut les croiser. Ce ne sont pas que des légendes, c'est des légendes, mais c'est aussi des rencontres réelles qui font partie du monde. Les joueurs peuvent même incarner des moitiés des gens, des descendants de yokai, des descendants d'esprits. Bref, et bien sûr, on a les classiques. Donc voilà, les kitsune qui sont les classiques esprits renards. Mais ils en ont mis d'autres, hein. Les esprits chats, les tengu, les esprits oiseaux, les tanuki. Bref, les classiques, mais vous voyez là, c'est des noms vraiment. Là on est dans le vrai folklore japonais. Il n'y a pas d'invention. Il les a juste un petit peu remaniés pour que ça rentre dans le background de l'Empire des Cerisiers. Dites-moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que moi j'avance, mais si vous avez des questions, faut pas hésiter, évidemment. On a bien sûr les démons, donc les Oni, qui sont un des ennemis possibles dans le jeu, hein, bien évidemment. Et donc on arrive encore une fois une fois qu'on a fini la capitale, sur le reste de l'archipel. Je vais passer très vite parce que là pareil, on a beaucoup de cartes. Je vais passer très vite, donc là il y a beaucoup de cartes, hein. C'est vraiment les zones, vous voyez, c'est avec toujours des superbes dessins. Vous voyez, les cartes, moi je les trouve vraiment belles, quoi. On a envie de s'y balader, on a envie de se mettre dedans, de vraiment se confronter à cet univers. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super, quoi. Voilà, et puis bien sûr, on a toujours ces petits dessins qui font son petit effet. Voilà, vraiment. Et vous voyez, je veux dire, le petit... Regarde, Lio, je te fais un petit dédicace, parce que bon, hein, on est entre nous, hein. Le petit Kodama de Nioh, parce que toi tu me parlais de Nioh. Eh, salut Spyco. Comment ça va? Merci, moi ça va très bien. Merci, bienvenue ce matin pour ce live un petit peu différent d'habitude. Du coup, alors, question de Lio. Du coup, le livre, c'est une base géographique, historique, background pour un MJ où il y a vraiment une trame à suivre. Alors, là, donc je peux faire un petit aparté. C'est un peu tout. C'est-à-dire qu'en fait, tu as surtout dans le livre de base, donc celui-ci, l'histoire du monde. Tu as le background dans lequel les joueurs vont vivre et interagir. Et tu as bien sûr toute la base géographique. Mais tu as beaucoup de pistes pour... en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à chaque fois qu'ils te présentent un groupuscule, un clan,
une personne, ils vont te mettre des pistes en tant qu'MJ. Donc c'est pour ça que le livre, il faut pas trop le confier aux joueurs, c'est compliqué parce que parce que ils vont te filer des pistes avec vraiment comment dire des mystères qui sont liés au groupe, qui sont liés aux personnages dans le jeu. Par contre, non, tu n'as pas, contrairement à en fait, tu as pas dans le truc de base. En fait, tu as une histoire qui est globale parce que tu as beaucoup de secrets qui sont exprimés du fait que y a des grands mystères qui sont pas résolus. Dans le bouquin de base, tu as un scénar, je crois. Tu as un scénar quand même à la fin, comme souvent dans les bouquins de base de livres de jeux de rôle. Mais il faut savoir que, en fait, du fait de la pandémie, là, j'ai reçu que la moitié du colis. Donc j'ai reçu que la moitié de la production. Normalement, j'ai 2 autres livres. Donc c'est pour ça que du coup, le live, je préfère le faire là parce qu'il va être plus court. Si j'avais voulu prendre les 2 autres livres en plus. Dans les 2 autres livres, tu as carrément une campagne. Tu as une vraie campagne qui accompagne le bouquin de règles de base, qui peut permettre de vraiment vivre un truc sur des dizaines de scénarios, alors peut-être pas des dizaines, sur une dizaine ou une vingtaine de scénarios, je ne sais pas trop combien, je ne l'ai pas vu. Et donc tu as un livre de campagne que je vais recevoir normalement en janvier, si tout va bien, s'ils arrivent à tenir leur production. C'est très compliqué, ils nous ont expliqué, nous ceux qui ont participé à la campagne, que en fait les impressions, il y a en fait l'embouteillage d'impressions, quel que ce soit pour les jeux de rôle, pour les bouquins, quels qu'ils soient, et donc du coup ils ont pu faire le livre de base, ils voulaient nous le faire, et les petits goodies que je vais vous montrer après pour conclure, mais par contre voilà, la campagne elle sera à part, elle sera pas dans le bouquin de base. Là on est vraiment sur la présentation du monde, sur comment ça fonctionne et le système pour jouer, voilà. Mais tu as du coup ça plus tard. Donc je vais passer très vite sur les... voilà. D'ailleurs, en parlant du système, on va très vite arriver. Donc, hein, les cartes, elles sont jolies, hein, les petites cartes. Vraiment, encore une fois, je vous les montre rapidement. Même les petits crayonnés comme ça. Je veux dire, c'est pareil, hein, ça, les frontons de bâtiments, c'est tout bête. Hein. Mais en tant qu'MJ, d'écrire un bâtiment, des fois, c'est pas évident. Hein. Donc, quand on a ça... Hop. Attendez, je regarde juste, la musique m'a l'air d'avoir pu être ce que je pensais que ça doit être. Si, ça doit être toujours. On va rechanger un peu, on va mettre ça. Hop. Voilà. Et donc c'est super d'avoir ça en fait en tant qu'MJ. Et bien sûr, toujours pareil. Hop, je vous montre les dessins de l'auteur qui sont donc l'auteur, dessinateur, hein, illustrateur qui fait les deux. Hein, c'est dingue. C'est dingue. Et petite chose assez sympa, il l'a fait plus que. Alors d'habitude les jeux de rôle le font souvent, mais là il l'a fait vraiment pousser assez loin. Toutes ces inspirations. Et ça, c'est assez cool quand on veut se nourrir pour essayer de compléter sa masterisation quand on est maître du jeu. Surtout le destiné au maître du jeu pour agrémenter en fait le jeu. Vous voyez, donc les différents films d'animation, les films d'animation et les séries, les jeux de rôle qui l'ont inspiré, les romans, ça permet vraiment d'avoir vraiment des sources encore plus que le jeu pour créer son personnage, quoi, et créer son univers. Alors, le système, je vais y revenir après. Alors, le système, c'est toujours le moment qui n'est pas forcément passionnant pour tout le monde. Je reviendrai dessus après. Je vais d'abord vous parler des personnages qu'on peut incarner. Avant de vous parler du système. Où est-ce qu'ils sont les personnages d'ailleurs? Voilà, création de personnages. Hop. Toc. En fait, c'est juste derrière. En fait, il parle du système, mais c'est création. Tout à fait. Donc, les personnages qu'on peut créer, contrairement à L5A, donc à Légende des 5 Anneaux, où on joue que des samouraïs, avec une exception où on peut jouer des moines, mais sinon là, dans ce jeu, on peut jouer absolument tout ce qu'on a envie. Même si le monde est dirigé est réparti en castes, c'est-à-dire que les samouraïs dirigent, que les gens du peuple sont les gens du peuple, on peut quand même faire un groupe hétéroclite, parce que en fait l'aspect héroïque du jeu fait que si un joueur incarne par exemple un fils de paysan dans un groupe de joueurs, c'est forcément un fils de paysan qui va avoir un destin de devenir un héros, et les héros ils transcendent leur situation, les niveaux des clans, les niveaux des castes, pour devenir en fait autre chose. Donc les joueurs ont une totale liberté de ce qu'ils ont envie de créer comme personnage. Les règles de création
alors je vais dire juste un terme technique, mais ne vous inquiétez pas, ne partez pas. Le jeu est basé sur le système Fate. Voilà, pour ceux qui ont envie d'avoir l'info, le système Fate, donc, alors remanié, donc ce qui fait que le système Fate, qui est un système générique qui peut être adapté à plein de jeux de rôle, fait qu'on peut décrire nos personnages de telle façon que tout est possible de jouer. Par contre, ça demande un peu de travail, plus de travail que d'habitude de la part des joueurs, car il faut vraiment créer son concept de zéro. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, tu choisis une classe, tu choisis un archétype. Là, tu vas te dire, imaginons, je donne un exemple. Justement, je reprends ce fils de paysan. Moi, je voudrais jouer un fils de paysan dans une campagne très profonde de l'Empire, qui, par contre, a appris à se battre en regardant les samouraïs, l'entraînement de la caserne d'à côté ou du palais d'à côté, et qui a comme objectif de rencontrer plein de yokai, parce qu'il a envie de les rencontrer. Voilà. Donc ça, voilà, ça tu peux jouer. Tu peux jouer et c'est à toi de le créer, c'est à toi de l'inventer, de te donner tes envies, tes buts et tes possibilités, bien entendu. Après, il y a des règles qui restreignent ta création, évidemment. Faut pas, tout n'est pas. Mais le concept, donc ce qu'il disait là, le concept et les champs, donc le concept et les champs, c'est un peu la même chose. Ce seront en fait les choses qui vont faire en sorte que votre personnage va exister. Et je crois que je suis flou depuis tout à l'heure, non, c'est bon. Et donc là, il y a des petits exemples. Mais en fait, ils sont vraiment là juste... Mistral. Donc Mistral n'avait pas de son, il a du son, ça c'est bien. Donc les concepts sont vraiment très différents. On peut vraiment jouer tout ce qu'on veut. Comme je vous disais, on peut même jouer des descendants de yokai, des descendants de... Alors, c'est un jeu qui se veut... habituellement, on a des règles. Le maître du jeu donne les règles aux joueurs. Les joueurs font leur personnage. Là, il y a un côté, on crée ensemble. On crée ensemble, et c'est le système Fate qui veut ça d'ailleurs. C'était une des façons dont le système Fate avait un peu, pas révolutionné, mais avait remanié la création de personnages. C'est que les joueurs et le MJ vont, le maître du jeu, vont travailler ensemble pour créer les persos. Pour essayer qu'ils soient équilibrés, même s'il y a des règles qui équilibrent, bien entendu, mais pour trouver un équilibre et une osmose entre les joueurs. Donc on peut jouer n'importe quoi, on peut jouer vraiment ce qu'on a envie. Et on a un système donc d'avantages et de désavantages qui du coup fait que notre personnage va s'équilibrer. Par exemple, on dit qu'on veut un personnage qui est très très fort à l'épée, mais donc il va dire, donc il y a une valeur entre plus 3 et moins 3, je vous donne des détails mais c'est pas très très grave. L'image est légèrement floue, j'essaye de faire le point mais normalement c'est mieux là. Ouais, je sais que... Hop. Voilà, normalement ça va être un peu mieux. Ça va être un peu mieux là. C'est toi. Donc à chaque fois on pourra équilibrer. Donc on veut être très fort à l'épée, mais en contrepartie on devra se trouver un désavantage qui rééquilibre cette puissance à l'épée. Donc c'est toujours un peu comme ça, une sorte de vase communicant d'équilibre pour trouver justement le personnage qui nous correspond le mieux. Une des quelques règles de création de personnages, c'est qu'on doit choisir des voies. Donc il y a des voies dans le jeu. Les voies, ce sont des sortes de philosophies. Donc comme je vous avais parlé du shintoïsme, ou en tout cas de l'animisme, parce qu'il ne l'appelle pas vraiment shintoïsme dans le jeu, et ben il y a des voies comme ça. Donc les voies, elles sont faites pour que vous ayez pour décrire la façon dont votre personnage quel rapport il a avec le reste du monde. Est-ce qu'il va plutôt être compatissant, violent, dominant, imbu de lui-même. Bref, c'est des voix en fait qui donnent en fait ce côté rapport au monde qui fait que du coup on doit les choisir au bout d'un moment pour pouvoir justement créer notre personnage. Il y en a plusieurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, et bien sûr il y en a qui sont plus axés social, donc rapport avec les autres, et d'autres qui sont plus axés martial, rapport avec les autres mais avec des épées. Des épées, des naginata et tout ce que vous voulez, hein, bien évidemment. Le système de création du personnage, du coup, il est vraiment assez simple pour ça. On est assez libre et il se veut assez rapide. Bien entendu, il y a de la magie,
dans le jeu plusieurs magies. Il y a de la magie liée à l'animisme, mais il y a aussi de la magie liée à l'invocation des kami. Pareil, ça c'est aussi géré, c'est selon ce qu'on choisit comme voie, qui nous permettra de faire, de faire des actions de magie. Je continue un peu à avancer. Pour vous dire, le système de Fate, sans rentrer dans les détails, et donc ils ont adapté, qui a été adapté ici, c'est un système qui est très simple. C'est un système qui se passe avec des D6, je vous montrerai après les petits D6 que j'ai reçus. Donc c'est un système qui se veut peu calculateur, où on n'a pas... Alors c'est l'opposé de donjon hein, en termes de calcul, où il n'y a pas beaucoup de choses qui se rajoutent, des cas précis, des cas comment dire, exceptionnels. Bref, c'est un système qui est très simple d'accès, mais qui du coup est quand même détaillé hein, pour pouvoir, vous voyez, on a quand même la gestion des blessures, la gestion des choses comme ça. Bien sûr, on a de l'équipement. L'équipement, vous voyez, encore une fois, ça paraît tout bête, hein. Bon. Mais ça, c'est voilà, surtout quand on connaît pas forcément bien l'univers japonais. Voilà, on a des petits trucs comme ça qui sont cool pour montrer un peu, voilà ce qu'on peut avoir sur soi. Les personnages, c'est hyper important, quoi. Et donc vraiment, on a des choses qu'on connaissait pas en tant qu'occidental. Moi, il y a des choses que je ne connaissais pas là-dedans. Hein. Voilà, la petite armurerie. Bien sûr, on a la même chose pour les armures. Vous voyez, je sens que je vais kiffer y jouer. Ah, mais Ryu, je te dis, pour moi, il est vraiment, c'est un jeu qui a l'air très très bien. Donc voilà, donc je vous parlais de la magie, elle est là en fait. Donc comme on dit là, donc la différente magie, voilà, il y a magie kami, animiste, shintoïste, koshinito, culte des ancêtres, shugyo. Il y a vraiment beaucoup de magie. Et en fait, elles sont, pour le coup, celle-ci, je pense que s'il y a un truc qui aiderait le plus dans les règles, c'est la magie. Forcément, parce que la magie, c'est toujours compliqué à gérer. Ah. C'est toujours compliqué à gérer. Donc, voilà, la magie, elle est possible. On peut jouer un vrai mage qui a des pouvoirs, qui du coup, parle aux esprits, affronte des yokai. Tout ce genre de choses qu'on aime aussi dans le truc. Je pense que dans le jeu, il y a un côté... En fait, il est à la croisée des chemins entre un jeu, un peu le comics, le manga, le roman historique de KPDP. Il est un peu tout ça, ce jeu, je trouve. Et c'est ça qu'on incarne. C'est que les personnages, les joueurs, vont incarner les genres de persos. Ouais, encore une fois, je vais très vite sur la fin. Voilà, et là ça c'est la partie bon. La partie MJ, comme toujours, il y a toujours une petite partie MJ dans le... Voilà, je vous montre juste les petits dessins qui sont jolis. De toute façon, j'arrive au bout du bouquin, au bout de l'explication du jeu. Vous voyez, hein, toujours ces dessins, toujours ces super dessins quoi. Ouais, c'est... Ça c'est beau. Hein. Donc on a beaucoup de... Et il montre beaucoup de personnages, je trouve. Et ça c'est bien aussi. Montrer beaucoup de personnages dans un bouquin de jeu de rôle, je trouve ça cool parce que c'est une des choses. Parce que forcément, le jeu se destine à incarner des personnages. Donc montrer des personnages, moi je trouve que des fois ça manque de représentation des personnages dans les bouquins de jeu de rôle. Et dans celui-là, c'est pas le cas. Donc, vous voyez, c'est super beau quoi. Donc voilà, donc des petits trucs comme ça aussi qui sont assez rigolos. C'est vraiment les petits dessins. Voilà, je vous montre rapidement la fin. Et donc à la fin, comme je vous disais, il y a un scénar. Il y a un petit scénar, c'est un petit scénar. C'est un petit scénar. Donc voilà en fait pour le bouquin de base. Alors, par contre, il va les blancs, il va être très salissant, ça va être un peu le problème. Le bouquin de base, donc, il se présente comme ça. Pour moi, quand je l'ai lu, c'est un bouquin que j'ai trouvé très bien fait. Parce que il est assez fourni, il est très fourni. Et c'est cool d'être fourni. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions sur le bouquin. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. De toute façon, on est entre nous, hein, comme toujours. Il y a beaucoup d'infos, ouais c'est ça. L'histoire a l'air dynamique. En fait, ce qui est sympa, c'est que
tu as vraiment un monde qui, quand tu lis le truc, en fait, tu as vraiment l'impression que le monde, il a été créé en vie. C'est-à-dire que ça vit. Et ça, c'est bien. Des fois, tu as l'impression que quand tu lis des bouquins, le background, il est très figé. Là, j'ai trouvé, moi, quand j'ai lu, alors peut-être parce que c'est aussi avec les effets d'ouverture qu'à chaque fois, il a réussi à faire avec les groupuscules, les clans, les personnages principaux. L'univers, il a l'air, comme tu l'as dit, dynamique. Et donc, ça a l'air d'être hyper vivant et hyper... ouais, hyper vivant, quoi. Et ça, c'est hyper plaisant. Ça fait beaucoup d'hyper dans une seule phrase. Voilà, ça, c'est le bouquin. Donc, là, j'ai qu'une partie du participatif. Je recevrai bientôt la suite. Je pourrais faire, si ça vous intéresse, une petite mise à jour et vous montrer un peu les autres bouquins que j'ai. Bien sûr, je reviendrai après en conclusion, on pourra en reparler après en fin. On pourra en refaire aussi. Bon, je sais pas si ça a plu vraiment, mais bon, on va voir. Je vais vous montrer quelques petits goodies qui sont rigolos. Pour finir, petits goodies. Donc, un maître du jeu, le maître du jeu, qu'est-ce qu'il a besoin? Bien sûr, l'écran. Alors l'écran, vous allez voir, je vais pas vous montrer l'intérieur, c'est pas très intéressant, mais l'écran, c'est toujours sympa. Regardez, encore une fois, l'écran, il est super beau. Hop, je vous le montre comme ça. Hop, 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 hop. Vous voyez? Donc le petit écran qui est livré avec, hein, qui est hyper solide en plus, qui a l'air hyper épais. Enfin, qui est hyper épais, mais qui a l'air hyper solide plutôt. Donc, il est vraiment beau, hein. Encore une fois. Quand on y joue quand? Eh oui, une bonne question. Je fais une pause, j'appelle Free pour leur démonter. D'accord, ça marche. Autre petit goodies que j'ai eu avec, je vais vous montrer, c'est vraiment pour la fin du live, pour s'amuser un peu. Les petits dés qui vont avec. Donc les petits dés 6, vous voyez. Donc comme je vous avais dit, hein, ça joue avec des dés 6. Donc les D6 ils sont normaux sauf une case. Attendez, j'essaie de vous le montrer. Voilà, hop. Celle-ci. C'est la case 6 en fait qui est, j'imagine, un peu spéciale. Voilà, les petits D6. Avec le petit truc qui va bien à côté. Et je vais vous montrer une chose qui est très bien faite, moi j'ai trouvé. Hop. C'est ce qu'ils ont appelé, c'est ce qu'il a appelé plutôt le livre du joueur. Et ça, c'est une chose qui se fait de plus en plus. C'est tout rose, tu veux les mêmes. Mais oui, ils sont très beaux. Ils sont Sakura. Hein. On est chez les Sakura là. Hein. Donc les cerisiers. C'est ça en fait que je trouve génial moi. Hop, regarde, je vais mettre les dés là comme ça. Hop, devant. En fait, ce que je trouve génial, c'est ça. Pour finir, je vais vous parler de ça, parce que je trouve ça super cool. Et ça, c'est pareil, pour les joueurs, je trouve ça trop bien. Donc, ça s'appelle le livret du joueur. Donc, d'habitude, on a une fiche seule de notre perso. Alors, une fiche qui peut être sur 2 pages, hein, des fois, avec la magie et compagnie. Et bien là, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a proposé un sorte de petit journal, ou un petit journal. Attendez, j'essaie, parce qu'il est très grand, le truc. Un petit journal, en fait, où le joueur va, en fait, avoir tout ce qui concerne son personnage. Tout ce qui concerne son personnage. Donc, en plus, ce qui est très bien, c'est qu'il y a un glossaire intégré. Donc, il est là avec le début et à la fin, il y a la suite. Donc, glossaire intégré pour les mots quand on n'est pas habitué au japonais et à l'univers japonais. C'est pas un peu flou? C'est écrit en tout petit, donc forcément, c'est très dur. Mais bon, croyez-moi, c'est un glossaire en japonais. Pour justement pouvoir utiliser les mots qu'on a envie pour encore plus être dans le personnage. Ici, vous voyez, c'est con, hein, c'est tout bête hein, comme truc, mais le petit portrait, le beau portrait qu'on peut faire ici, alors, demandez à des amis de dessiner, hein, parce qu'évidemment ça, voilà, l'historique qu'on peut faire, et la fiche de personnage, elle est vraiment, vous voyez, présentée sous cette forme-là, avec vraiment un petit journal de son personnage. Et ça c'est plutôt cool. Donc vous voyez, on peut tout mettre là-dessus. Nos avantages, nos désavantages. Toutes nos techniques qui sont vraiment très beaux. Et voilà, là quand tu as ça, quand tu joues au jeu et que tu as ça devant toi plutôt qu'une fiche, moi je trouve ça super. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez en tant que joueur. Mais si vous avez envie de jouer avec des trucs comme ça, regardez, les biens, les potions, vous avez tous les contacts. Donc tout, en fait, ce qu'on nous on marque sur des feuilles volantes, qu'on marque toujours sur des feuilles volantes, vous savez, la feuille machin, le personnage bidule. Et ben là, en fait,
Alors bien sûr, si on y joue des années, ça sera rempli. Mais voilà, l'armure, les armures sacrées, les armures. Et des notes à la fin, toujours avec les dessins qu'on a retrouvés dans le bouquin de base. Donc vous voyez, moi ça, je trouve ça super malin. Ça donne vraiment une plus-value aux joueurs. Et c'est hyper plaisant, quoi. C'est hyper sympa. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et puis pour finir, je vais vous les montrer, mais un peu de loin. Choses qui sont très rares. Je vous avais dit que c'était un jeu de cartes. Jeu de cartes. Donc on a, vous voyez, je vais vous montrer des cartes. On a toutes les cartes que je vous ai montrées dans le bouquin en grand. Voilà, vous voyez, elles y sont toutes. Donc il y en a plusieurs. Hein. Voilà, les petites cartes, vous voyez, qu'on peut regarder, qui nous permet vraiment, vous voyez, vous êtes ici en tant que joueur, vous devez traverser ce petit pont. Et ça c'est pareil, ça me paye pas de mine, mais c'est cool parce que ça permet vraiment d'ancrer. Je veux dire, on vous dit, vous arrivez dans ce village, bah voilà, c'est le joueur là, il a plus de. J'essaie de me faire un peu plus le point. Là, le joueur, il a plus. J'aurais galéré avec le point. Hein. Je sais que c'est pas forcément pratique, mais donc là, voilà, c'est super quoi. On met ça au milieu de la table et les persos, ils peuvent vraiment interagir avec le lieu. Et donc, vous voyez, il y en a quelques-uns. Ils sont toutes. Hein. Bien sûr, il y a la grande carte du monde qui est en grande couleur comme ça. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est vraiment hyper sympa. Et vous voyez, il y a même la grande ville. La capitale, pareil, on la met sur la table. Et ça c'est hyper ludique et hyper didactique en fait, qui permet vraiment d'ancrer dans la réalité les personnages. Ça c'est donc voilà, ça c'est très cool et c'est très beau. Voilà en gros ce que je voulais. Je vais remettre les dés pour ceux qui aiment le rose. Hop, au milieu de la table. C'est super, ouais voilà, c'est super. Moi je trouve ça une hyper bonne idée en fait d'avoir mis ça. Parce que c'est vraiment hyper plaisant pour les joueurs d'avoir les cartes, quoi, d'avoir les lieux. Ils sont trop beaux. Regardez, je vais mettre tout sur les petits logos. Sur les petits logos Sakura. Bon voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Moi, c'était vraiment un petit live entre nous. Hein. De toute façon, on n'est pas. J'espère que ça vous a plu. Il n'y a pas eu, un monde énorme, mais vous me l'avez demandé, vous aviez envie de ça. Moi, j'aime bien faire ça. Vous savez que le jeu de rôle, c'était une des choses que je veux essayer de promouvoir sur ma chaîne, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. J'ai des idées pour le jeu de rôle, j'ai des envies pour le jeu de rôle. Alors c'est un peu de la niche, ça touche pas dans le genre que ça, mais moi j'aime bien ça. Bref, n'hésitez pas si vous avez des petites questions à poser. Pour l'instant, moi j'ai coupé la vidéo. Sur YouTube parce que comme ça nous fait une petite vidéo d'1 heure. C'est très bien pour la présentation du jeu. Donc d'ailleurs Mistral, si tu veux regarder, et puis tout le monde, si vous voulez re-regarder la vidéo, elle sera sur YouTube dans son intégralité. Elle sera peut-être de meilleure qualité que sur Twitch. Voilà. Merci d'avoir participé, d'avoir regardé et de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous renseigner sur le jeu et juste à essayer d'y jouer si vous pouvez l'occasion. Moi j'espère que je referai des vidéos comme ça sur le jeu de rôle si ça fonctionne, si ça plaît, si ça me plaît aussi. Bon, ça me plaît moi, il n'y a pas de doute, mais et je vous dis donc à très vite pour des vidéos peut-être plus classiques sur le jeu vidéo, mais pas que. Allez, ciao.